Après 5 mois de bras de fer avec l'opposition et notamment les députés du camp de l'ex-président, l'actuel président Bassirou Diomaye Faye décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Le président sénégalais serait-il pris au piège de la démocratie? On en parle dans ce regard sur l'avenir. Et puis, nous irons au Gabon pour parler de cette actualité qui ne cesse de faire couler encre et salive. Le président Oligui Nguema licencie 2 de ses frères des fonctions officielles. Conflit de personnes ou lutte contre l'impunité. Analyse et réflexion dans quelques instants. 4 invités pour débattre donc de ces 2 actualités. D'abord, Alouna Traoré. Il est militant de la Révolution d'août 1983. Bonjour, monsieur Traoré. Bonjour. Je salue tous les téléspectateurs et puis les copalénistes. Deuxième invité, Labidi Naba, il est le porte-parole du mouvement pour la cause du Faso. Faso Cause, bonjour, monsieur Labidi. Bonjour Magloire, bonjour à tous. Troisième invité, monsieur Tel Konaté. Monsieur Konaté, le secrétaire général du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Bonjour, monsieur Konaté. Bonjour, monsieur Davira. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs et à tous les panélistes ici présents. Quatrième et dernier invité, monsieur plutôt docteur Hyacinthe Ouedraogo. Il est le coordinateur adjoint du RISA, le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Bonjour, docteur. Oui, bonjour à monsieur Dabira, bonjour à tous. Le 17 juin prochain, le 17 novembre plutôt prochain, les Sénégalais iront aux élections législatives. C'est une décision du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, élu en mars dernier sur une promesse d'un changement profond. Docteur, je vais commencer par vous. Cette dissolution de l'Assemblée nationale dans un pays qualifié comme une meilleure démocratie en Afrique de l'Ouest vous a-t-il surpris? Merci bien pour la question, mais je pense que ça ne m'a pas surpris et je ne pense pas aussi que ce soit totalement antidémocratique à partir du moment où les dispositions dans la Constitution le permettent. Je pense que même si ça paraît une forme de dictature, mais je crois que la démocratie, elle aussi, à mon sens, consacre j'allais dire, la dictature de ceux qui sortent des élections pour un temps donné, la démocratie consacre la dictature des élus sur la majorité. Sauf que, on n'aime pas peut-être le dire. Au Sénégal, selon la Constitution, l'article 87, plus précisément, précise qu'il devrait 2 ans d'abord de législature pour prétendre à une dissolution de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas informé, mais à la limite de ce que je suis informé, la mesure, il devait attendre 2 mois. Selon ce, peut-être qu'on n'a pas les mêmes sources d'information, parce que je sais qu'il a consulté, le Conseil constitutionnel, il a consulté, en tout cas, assez d'acteurs avant de prendre la décision. Et si la mesure était totalement antidémocratique, on connaît bien le Sénégal dans sa culture démocratique européenne, occidentaliste, là, on allait avoir des tollés. Et je crois qu'il a dû patienter jusqu'à cette heure-là, parce que l'argument avancé, c'est que c'est pour lui permettre d'appliquer sa politique de rupture, parce qu'il a remarqué que depuis donc qu'il est au pouvoir, l'Assemblée, qui ne lui est pas acquise, s'oppose, fait blocus à un certain nombre de décisions. Donc, et moi, comme j'aime le dire, essayer de copier chaque fois le système européen, on voit que même en Europe, ça ne marche pas le plus souvent. Mais eux, c'est leur culture. Ils sont dans ça depuis 2 siècles. Que ça marche ou pas, ils sont condamnés à rester dans ce format. Mais pour le Sénégal, si aujourd'hui ça arrive, alors qu'on sait que c'est l'une des meilleures démocraties, en tout cas en Afrique francophone, alors il faut se poser des questions même sur le reste de la démocratie dans toute l'Afrique. Il faut rappeler que le débat d'orientation budgétaire a été annulé fin juin après donc le boycott des députés de la coalition de l'ex-président Macky Sall. Il y a également la suspension du Haut Conseil des collectivités, aussi des collectivités qui a été rejetée en bloc par les députés de l'opposition. Et Bassirou Diomaye Faye trouve cela inconcevable. Il trouve que c'est de la mauvaise foi qui l'empêche justement de déballer son programme de donc la dissolution de l'Assemblée nationale.
Réaction, M. Tel Konaté, est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que cela nous a surpris? Fondamentalement, non. Comme disait le docteur, ce n'était pas surprenant parce que déjà, au moment de l'élection de Diomaye Faye, je pense que cette question-là était ressortie, voilà, c'était une élection présidentielle unique. Il n'y avait pas eu d'élection législative et il était clair que le parti au pouvoir à l'époque et qui avait perdu détenait toujours une certaine majorité. Et donc, au sorti de cette élection, il était évident qu'à un moment donné, il y aurait un clash avec le pouvoir législatif parce que, bon, ce pouvoir-là, il a une vision de la gouvernance qui n'est pas le même que le duo Sonko-Diomaye, qui est venu et qui a envie de changer les choses. Mais fondamentalement aussi, je dirais que c'est... en fait, ils ont essayé pendant 5 mois ou 7 mois, disons, de fonctionner dans un modèle où on laisse s'exprimer la primauté du modèle démocratique dans son entièreté. J'ai également lu quelque part, effectivement, qu'il fallait au minimum 2 ans. Mais vous savez ce que sont les textes. Il y a toujours une fenêtre de sortie qui permet de violer une disposition, et tout à fait légalement et démocratiquement. Et je pense que, en fait, ce qui se passe au Mali, au Sénégal plutôt, c'est exactement dans la même verge que ce qui se passe en France actuellement. En fait. Vous avez une élection législative anticipée, convoquée par un président très démocratique, Macron, dont il sort perdant. Et naturellement, il devait faire élire un président, en fait, un premier ministre, enfin nommer un premier ministre qui est issu de la coalition gagnante. Mais il a décidé, fortuitement, que non, on n'aurait pas de premier ministre issu de la coalition gagnante. Et Diomaye Faye, même s'il fallait qu'il attende 2 ans, il y a des dispositions dans la Constitution qui permettent. Il suffit juste d'avoir de bons constitutionnalistes qui lisent le texte et qui vont vous sortir une virgule qui dit que, bon, effectivement, au bout de 2 mois, on peut le faire. Et c'est ça la démocratie, en fait. C'est un jeu de dupes dans lequel on ruse avec les principes, on ruse avec ce qui est faisable. Mais c'est aussi, en fait, une preuve de plus que quand on fait un mélange des gens, dans une volonté de transformation d'un pays, on finit toujours par être confronté à un cul-de-sac. Et au moment où on est confronté au cul-de-sac, on est obligé de ruser aussi. Voilà. Et dans la ruse, finalement, en fin de compte, souvent, on se rend compte qu'on ne peut pas changer grand-chose et qu'il faut aller frontalement. Alors, monsieur Alouna Traoré, quel est le regard critique que vous faites sur cette actualité? C'est une véritable paralysie législative qui se présente au Sénégal. La démocratie à l'occidental, quand vous voyez le pays dit de la pauvreté souffrir en spectacle désolant à jouer à la démocratie, les questions essentielles sont mises sous boisseau. Et maintenant, on a appris sous nos tropiques que la question essentielle, c'est la question du pouvoir. Et le pouvoir, pourquoi faire? Et l'un des vecteurs de la division chez nous, c'est la démocratie. La fameuse démocratie entre griffes, où les savants hors sol, tous les intellectuels, toute la classe politique confondue, s'offrent à un jeu réel. Bon, si vous êtes président, il faut avoir une majorité mécanique à l'Assemblée nationale pour faire passer comme une lettre à la poste. Dans leur logique, ça peut se défendre. Mais pendant ce temps, les aspirations profondes du peuple sénégalais restent mises sous boisseau. On s'offre un spectacle, on veut faire des changements, mais est-ce que dans la posture des gagnants des élections passées peuvent procéder au changement? Les jeux sont pipés. Suivez mon regard. Après le parcours de Diomaye Faye en Afrique occidentale, il a bien fini par se rendre en France pour présenter le résultat du deal qui a été passé entre eux pour que la France continue de régner sur le Sénégal. Il y a eu un deal? Ah, naturellement. Sinon, on ne peut pas gouverner. C'est quand même le Sénégal. C'était la capitale de l'Afrique occidentale française qui commandait toute l'Afrique de l'Ouest. Là-bas, c'est le précaré, l'un des poumons du précaré français. Ne gagne pas là-bas qui veut. Gagne celui que la France aurait désigné. Pendant que les deux, le Premier ministre et le président étaient en prison, mais il y a eu des souterrains. Donc, concrètement, ce qui se passe au Sénégal, c'est de bonne guerre. Il faut avoir la majorité à l'Assemblée nationale et être président pour faire passer ces mesures. Si en France, on l'a fait comme mon co-panéliste venait de le dire, il est tombé, ils se permettent de ne pas respecter les règles quand ça ne les arrange pas. Donc, encore une fois, pendant que le peuple souffre, les dirigeants jouent à la démocratie. Ouais, c'est... Au nord, on nous regarde d'un autre... ça fait bizarre. Voilà des pauvres qui se tuent à la démocratie et rient parce que c'est la diversion. C'est l'un des vecteurs de la division de nos sociétés.
Labidi, je viens à vous pour votre regard critique. Alors, c'est une véritable paralysie législative. Le Sénégal, le président sénégalais accuse la majorité parlementaire de ramer à contre-courant de la volonté du peuple sénégalais. Un commentaire? Oui, tout à fait. Il faut dire que le président Diomaye Faye ici a joué sa survie. Comme vous le disiez, après le Haut Conseil des collectivités là, et puis le Conseil économique, social et environnemental qu'il voulait supprimer et que ça a été rejeté en voilà, bloc. En bloc. Et suite à ça, l'Assemblée avait préparé cette motion de censure contre voilà, le gouvernement, qui aurait pour conséquence la démission du chef du gouvernement avec tous les ministres. Donc, face à cela, et eu égard que le président Diomaye Faye vient dans un contexte où il porte une vision avec son premier ministre, une vision telle que les discours nous le faisaient savoir, une vision panafricaniste, une vision de transformation, en tout cas institutionnelle, du Sénégal. Et comme dans le jeu démocratique, comme dans le jeu des élections, moi je soutiens par exemple que les élections se fassent en même temps, l'élection présidentielle, législative et municipale en même temps. Ici, il y a un chevauchement. Voilà, comme dans beaucoup de pays, même au Burkina, on voit souvent ce chevauchement. C'est-à-dire, on fait les présidentielles et puis, bon, le mandat, pendant que le mandat des députés est toujours en cours. Donc, face à cela, on a un ancien hémicycle qui n'est pas en phase avec cette vision de transformer le Sénégal. D'où cette paralysie de la gouvernance du président Diomaye Faye. Donc ici, c'est sa survie et il a utilisé des moyens démocratiques, des moyens constitutionnels, parce que, comme vous le disiez, il fallait attendre 2 années, mais comme Konaté aussi l'a dit, toujours dans les textes, il y a toujours une porte de sortie, des failles voilà, qu'on peut des exploiter. artifices constitutionnels qui sont offerts, et c'est ce qu'il a utilisé. Il a consulté le président de l'Assemblée, il a consulté la Cour constitutionnelle, il a consulté le chef du gouvernement. Donc ici, il faut dire que peut-être que le chef du gouvernement et puis la Cour constitutionnelle ont penché pour une réalité d'un blocus, même si l'Assemblée est restée sur son pied. Et puis, bon, la majorité faisant, il faut avancer dans ce sens. Et la Cour constitutionnelle l'a donné le pouvoir, voilà, qu'à partir du 12 septembre, il pouvait justement... Et en même temps, il sauve son Premier ministre. Il sauve son Premier ministre. Et au-delà de ça, il se sauve. Et au-delà de ça, il sauve aussi leur soi-disant vision. Je dis soi-disant parce que après, bon, leur démarche CEDEAO-distique, donc en phase avec la CEDEAO pour justement tirer la US dans la CEDEAO, bon, m'a mis personnellement dans une situation où bon, il y avait un doute qui était posé sur vraiment la détermination de ce binôme-là à conduire les choses vers un véritable panafricanisme. Alors, docteur... Mais ça, ce n'est qu'un point de vue. Un point de vue personnel. Voilà, je pense que ici, il fait un jeu qui est normal. C'est la démocratie qui le consacre. Et puis, en tout cas, il a dit clairement, il dit que l'heure était venue d'ouvrir une nouvelle temporalité de son quinquennat. Un commentaire, docteur? Oui, je crois qu'il a été élu sur la base d'un programme. Et à un moment donné, il ne pouvait plus déballer son programme. Il était de bon ton. Je crois que le compteur déjà avance et c'est déjà près de 6 mois qui sont passés.
Et je crois que d'ici là, qu'on commence à faire le procès donc, de sa magistrature. Donc, il fallait quand même qu'il trouve les voies et moyens pour commencer à déballer son programme politique. Parce que les Sénégalais, la jeunesse sénégalaise l'attend. Et quand on sait aussi que certains engagements vis-à-vis de la France peuvent aussi être des entraves, il faut quand même qu'il trouve le temps d'aller vite. Et je crois aussi savoir qu'il peut même être sous la pression, non seulement de son parti, mais aussi du Premier ministre. Quand on sait que jusqu'à récemment encore, il était à l'ombre de son Premier ministre. Et je sais que jusqu'à présent, il le considère comme son mentor, même si officiellement, c'est lui qui est le président de la République. Donc, parce que Sonko aussi joue sa survie politique dans cette affaire. Et tout le monde connaît ses ambitions politiques. Donc, l'un dans l'autre, ils doivent rassurer les populations, la jeunesse sénégalaise et même le reste de l'Afrique où des gens ont cru en eux. Et pour déballer cette politique donc, de rupture-là, il faut avoir les coups de franche pour travailler. Et le principal obstacle là étant l'Assemblée nationale, il faut trouver les voies et moyens donc, pour la mise en place d'une représentation nationale qui lui soit acquise. C'est vrai qu'il joue gros. Ils vont aux élections le 17, mais rien ne dit qu'il aura la Justement, majorité mais je encore. pense que plus ça sera tôt, plus le parti au pouvoir a l'avantage de remporter. Parce que si les échéances sont retardées pour attendre encore 1 à 2 ans, la confiance qu'ils ont, cette confiance qui a permis leur élection, va s'effriter au fil du temps. Et on risque d'assister à un équilibre de force, si bien que si les élections pour les députés auront lieu dans 1 an ou dans 2 ans, et ils ne partent pas avec tous les avantages. Mais à l'heure où on se trouve, je crois que l'opinion, même si elle commence à douter, ils ont en tout cas l'avantage de l'opinion. Mais il faut aller vite pour se réserver en tout cas une assemblée acquise avant que les choses ne soient un peu tard. En tout cas, le 17 novembre, c'est à côté. Tel qu'on a été, vous regardez, vous suivez bien l'actualité politique au Sénégal. Est-ce qu'il y a de fortes chances à ce que Bassirou Diomaye Faye et son camp puissent avoir une majorité à l'Assemblée nationale? Effectivement, je crois qu'il y a de très fortes chances. Parce que, en tant qu'observateur depuis la zone de l'AES, on a souvent une perception un peu cassée par rapport à ce qui se passe au Sénégal. La déception des populations de l'AES par rapport à Diomaye Faye n'est pas égale à la perception du peuple sénégalais par rapport à ces deux leaders. Vous savez, on dit souvent que le peuple enfante les leaders qui les ressemblent. Diomaye Faye est à l'image de la société sénégalaise qui n'a pas besoin d'un homme comme les leaders de l'AES. Ils ont besoin d'un homme accommodant qui sait faire les choses avec une certaine, souplesse. Voilà, on va dire ça, une certaine souplesse, une certaine modération. C'est la société sénégalaise qui est comme ça. Et assurément, jusqu'à présent, ils bénéficient d'une bonne cote. Et je pense que c'est au regard de tout cela qu'ils ont décidé, certainement, en tout cas, et ils ont pris aussi le temps de montrer au peuple que voilà ce que nous avons essayé de faire, voilà jusqu'à quel point on nous a bloqués dans notre volonté de faire des réformes. Et voilà, donc logiquement, nous allons devoir casser cette structure et la refaire. Et effectivement, à l'intérieur du Sénégal, en dépit de tous les contretemps qu'ils ont pu causer par rapport à l'AES, notamment par rapport à l'Ukraine et par rapport à leur déclaration avec l'Union européenne, qui fait que les gens de l'AES sont assez déçus par rapport à leurs attentes, il y a que le peuple sénégalais qui les a votés n'a pas exactement les mêmes attentes que le peuple de l'AES. Donc du coup, il y a une bonne popularité en tout cas du duo toujours au Sénégal et ça fera certainement qu'ils parviendront en tout cas à atteindre leur but. Mais je pense fondamentalement que le plus gros problème de Sonko, ce n'est pas l'Assemblée nationale. C'est comment on appelle ça? C'est leur prétention ou en tout cas leur promesse. Au regard du rythme à laquelle ils vont. L'Assemblée pose problème. L'Assemblée pose problème, mais le problème pour que pose l'exécution l'Assemblée de ce qui a été prédit mais en fait, promis ce que j'essaie de justement dire, la population. c'est que l'Assemblée pose comme problème est très peu de choses par rapport à ce que la configuration globale géopolitique, économique et sociale du Sénégal pose comme un autre problème et par rapport à la qualité de leadership de Diomaye et accessoirement de Sonko. C'est-à-dire que je me rends compte que les promesses qu'ils ont faites à la jeunesse sénégalaise, quand on les compare à ce que l'on a la perception qu'ils seront capables de réaliser, on se rend compte qu'ils seront une déception au bout des 5 ans, à tous les coups, quelle que soit la nature de l'Assemblée. Parce que cette jeunesse-là a été capable de se donner à mort contre un régime pour que ces deux la viennent. Vous pouvez imaginer à quel point cette jeunesse devait être déçue, en tout cas devait être désespérée, pour tenter quasiment des insurrections.
En fait, les mouvements d'humeur qui ont eu lieu au Sénégal en 2021 et 2023 ont coûté plus de vies que l'insurrection de 2014 au Burkina. Et c'était des jeunes. Et ils ne sont pas sortis pour une gaieté de cœur parce qu'ils avaient envie d'une transformation profonde et réelle. Et ce n'est pas des mesurettes de l'Assemblée nationale qui vont faire ça. Mais tout compte fait, on va observer et on verra jusqu'où ça va aller. Et à supposer qu'ils n'obtiennent pas cette majorité cherchée, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils auront toujours l'excuse de dire qu'ils ont essayé et qu'ils n'ont pas pu. Mais même s'ils l'obtiennent, je dis, les perspectives de transformation profonde de l'État sénégalais, telles que les aspirations de la jeunesse sénégalaise l'ont réclamé, de par leur mouvement populaire, le résultat final ne sera pas à la hauteur. En tout cas, au vu de la tendance actuelle, ça ne sera pas à la hauteur. Alors, quelles leçons on tire justement des démocraties qu'on tente d'implémenter en Afrique? Est-ce qu'on dira que c'est pour la plupart, hein, ça nous met dans des débats juridiques, dans des débats de défense d'intérêts des camps politiques, au détriment même de l'intérêt supérieur de la nation, du développement recherché finalement? Ce qui se passe au Sénégal est, selon le narratif occidental, voulu, souhaité. Diomaye Faye et Sonko jouent leur survie. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils auront, au bout de 7 mois ou 8 mois d'exercice du pouvoir, la rançon de la popularité ou de l'impopularité. C'est le test. Donc, pour faire passer, quoi qu'on dise, le système là reste ce qu'il est. Il est argenté, avec beaucoup de monopoles et d'intervention des forces extérieures sur le Sénégal. Donc, le duo joue sa survie. Montrer, ils vont battre campagne, et pour gagner au Sénégal, vous conviendrez avec moi que la part réservée à l'argent déterminera l'issue de ce vote. Mais Diomaye et Sonko ont intérêt à gagner ces élections législatives-là pour faire passer certaines réformes permises. Sinon, quant au fond, rien n'aura changé. Comme on dit souvent, à l'Ouest, c'est rien de nouveau. Simplement parce qu'on dort sur la natte du voisin, on applique les principes recommandés par les institutions de Bretton où l'Occident collectif apprécie le spectacle au pays de la pauvreté qui joue à la démocratie. Donc, bonjour les divisions. Encore une fois, ces élections législatives vont diviser encore davantage le Sénégal, comme par le passé. Et puis, pendant que ce spectacle s'offre, les intérêts stratégiques du pays ou du Sénégal sont exploités à une vitesse que vous ne pouvez pas vous imaginer. Les entreprises occidentales se font la fête pendant que le peuple et les dirigeants jouent à la démocratie, les autres exploitent leur pays. C'est tout le mal du continent africain. Voilà. Le modèle démocratique serait-il inadapté au contexte africain ou pendant que les dirigeants jouent à la démocratie, les puissances qui prévaricatrices ont bon droit au Sénégal de dérouler leur tapis d'exploitation et de faire fructifier les contrats léonais sur le pays. Et ça se passe vraiment en dehors de tout ce spectacle-là. Or, ils gagneraient à s'intéresser aux fondamentaux. Le peuple qui les a élus, encore une fois, on va vérifier si ce que Diomaye et Sonko, le bidon, ils vont se mesurer aux législatives, est-ce qu'ils pourront passer? Qu'ils passent ou qu'ils ne passent pas, en tout cas, l'Occident est entièrement responsable de ce qui se passe. Parce que on joue sur un terrain acquis. Les données et les manettes, ceux-là, ce ne sont que des marionnettes du système. Ah bon? Ah oui. Le Sénégal, quand même, c'est une pièce essentielle de la France-Afrique. On ne peut pas s'amuser avec le Sénégal. Pour que le Sénégal tombe sur des mains hasardeuses, si ces combines-là sont bien faites, ils sortent avec peut-être une majorité relative, mais en tout cas, toujours est-il qu'il faut qu'on surveille ces deux-là pour qu'ils ne fassent pas aboutir les changements profonds qui les rendraient populaires et qui feraient perdre la France ses acquis au Sénégal. Donc moi, ma lecture, c'est que quoi qu'il se fasse, que les intérêts français soient sauvegardés. Toute cette tambouille-là, c'est pour que les intérêts français soient sauvegardés. Et ben, sinon, ils ne se plaignent de rien. Labdi Naba, à la lumière de ce qui se passe, s'il y a leçon à tirer, ça sera peut-être laquelle?
Déjà, la première leçon à tirer ici, c'est que l'arbitrage est donné aujourd'hui encore au véritable dépositaire du pouvoir, qui est le peuple sénégalais. Donc cet arbitrage lui sera donné le 17 novembre prochain. Qui a de regarder s'il poursuit le cautionnement du couple Diomaye Faye Sonko, et aussi voilà, de regarder s'il sauve l'État sénégalais dans le contexte qu'il vit. Parce que le peuple sénégalais, à la différence des autres peuples, est un peuple qui est imprégné de l'actualité sociopolitique du pays depuis longtemps. Parce que dans l'éducation, la langue traditionnelle a été intégrée il y a très longtemps. Le paysan, l'ouvrier, bon, l'étudiant naturellement, un peu partout, chacun comprend. Ils comprennent le jeu démocratique, et puis ils pourront, moi je pense que le peuple sénégalais, ce qui a fait la solidité de la démocratie sénégalaise, c'est que les décisions, les votes ont été relativement les mieux exprimés, dans le sens où voilà, celui qui le fait par conviction et par en connaissance de cause, que dans les autres pays. C'est ce qui a donné cette stabilité à ce pays-là. Et donc, pour ça, le 17 novembre, je pense que ce qui va tomber sera véritablement ce qui viendra de ce peuple-là. Et je pense que le peuple va aller dans le sens de soutenir le chef de l'État actuel et le chef du gouvernement. La tendance, oui, la tendance sera ça, comme les co-panélistes l'ont dit. Non seulement ça survient à un moment où l'élection présidentielle vient de se passer il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que la volonté de tout ce peuple qui était dehors, en train de se battre contre des gaz lacrymogènes, contre des balles réelles pour un leader qu'ils avaient porté à cœur, n'a pas fléchi pour moi. La flamme est toujours là, et il y a beaucoup de chance pour le président Diomaye Faye. Surtout que c'est le camp Macky Sall qui pose problème au niveau de l'Assemblée. Tout à fait. Et je pense que il y a les différentes forces aussi qui constituent ce pays-là, les forces économiques et tout. Il faudra que dans ce laps de temps, un deal puisse être fait. Et c'est là où j'en viens au propos du camarade Traoré. Ici, on a des forces économiques étrangères, françaises notamment, qui sont là, qui sont bien ancrées. Il faudra que dans ce laps de temps-là, un travail profond puisse être fait par le camp Diomaye Faye Sonko pour qu'au 17 novembre, au soir du 17 novembre, le scrutin puisse leur être favorable. Alors, nous allons poursuivre le tour de table avec la leçon à tirer de ces événements-là, justement, au niveau du Sénégal, docteur. Ok, leçon à tirer, moi je pense que le doyen Traoré l'a déjà dit. Tant qu'on va courir sur la route de la démocratie proposée par l'Europe, surtout la France, c'est une perte de temps. Et le réveil sera douloureux. Il faut trouver un modèle propre à nos réalités. On ne copie pas, on n'imite pas un système de gouvernance. On doit réfléchir, l'inventer et travailler à avoir son propre système. Comme je le disais au début, quand on pense que le Sénégal a de l'avance dans la démocratie européenne en Afrique et que ces problèmes sont encore là, on se demande si les autres pays vont imiter le Sénégal ou la France, à quand le développement? Donc pour moi, la leçon à tirer, c'est que
avec ce système, on ne pourra jamais s'en sortir. Il faut que les gens soient réalistes, que les gens se réveillent pour comprendre que c'est un leurre dans lequel on nous a engagés. Et comme il a dit le doyen Traoré, quoi qu'il arrive, que ce soit le camp de Diomaye Faye ou le camp de l'ex-parti au pouvoir qui remporte les élections, le débat va se limiter là. Alors que les véritables problèmes restent sous-jacents et n'auront pas de solution. Et c'est là, moi, j'ai même peur pour le duo Diomaye-Sonko. Parce que, comme il a dit le camarade Konaté, ces jeunes qui sont sortis, qui ont donc battu le pavé pour que leurs rêves se réalisent. Aujourd'hui, moi, je suis sûr qu'ils seront dessus. Parce que ce n'est pas par des élections qu'on peut changer, on peut inverser la tendance, on peut imposer une rupture. Le président Diomaye Faye parle de rupture. Mais quelle rupture? La véritable rupture, si elle doit avoir lieu, c'est que Sonko commence à appliquer ce qu'il avait dit contre la France. Parce que je pense que ce qui bloque le Sénégal et qui fait que la jeunesse est en colère, c'est parce qu'il y a des mains cachées qui contrôlent les richesses sénégalaises. Et si le Premier ministre Diomaye Faye, oui, si le Premier ministre Diomaye Faye aura le courage, comme il avait encore un discours musclé, anti-français, il y a de cela 1 à 2 ans, s'il aura le courage dans ce sens-là, je crois que leur pouvoir peut trembler. Parce que entre le discours et la réalité, il y a toujours un fossé. Un fossé. Et c'est là peut-être qu'on les attend. Et moi, peut-être j'anticipe, mais au regard de ce qu'on voit déjà, cette cour qu'ils ont dû faire aux démocraties de l'Afrique occidentale, de la CEDEAO et ses multiples voyages en France, moi franchement dit rien de bon. En fait, ça n'augure rien de bon et on ne sera pas étonné que la jeunesse soit dessus et qu'au soir du mandat du président Diomaye Faye, la population, c'est comme Macky Sall aussi, quand il arrivait au pouvoir, c'était le même enthousiasme qu'on a remarqué. Mais les populations ont vite désenchanté parce qu'on a vu que entre les promesses et tout ce qui se faisait sur le terrain, il y avait donc, c'est pas que le président Macky Sall n'avait pas la bonne volonté, mais il n'avait pas les mains libres pour aller donc à l'action pour une gouvernance de rupture. Même avant lui, quand l'autre aussi est arrivé, le président donc, j'oublie encore son nom, Abdoulaye Wade, c'était la même chose. Quand il devait donc remplacer Abdoul Diouf, c'était les mêmes promesses, le même enthousiasme au niveau du peuple. Mais au bout du tunnel, il n'y avait donc que des déceptions. Donc c'est pour me résumer, je dirais simplement que c'est un perpétuel leurre. Il faudra que les populations il faut arriver à se réinventer, trouver un modèle propre. Se réinventer. Et moi, franchement, je pense que c'est l'AES qui se trouve sur la bonne voie. Quand je vois que nous passons par des périodes dures... Il faut une révolution pour l'Afrique. Oui, il faut une révolution. Quand nous passons par des périodes dures, les gens sortent. Je vois des activistes qui disent qu'on vous a dit que le chemin est mauvais. Voilà, vous avez pris, voici des morts, voici des problèmes, vous avez des problèmes d'argent. Mais c'est en passant par le désert qu'on va arriver au vert pâturage. Si les États africains, depuis les indépendances, ont peur de ça, alors que tant qu'on n'aura pas le courage de passer par des périodes difficiles, on ne pourra pas se réinventer. C'est ce que moi je peux dire. On va finir sur la question des leçons à tirer de ces événements-là au niveau du Sénégal. Avec vous, M. Tel Konati. Les leçons à tirer, je disais dans le cadre d'une discussion ailleurs que en fait, les recettes de l'échec sont connues. C'est les recettes du succès qui restent à inventer. Ils sont à inventer pour chacun. On en a parlé beaucoup et on parle aussi souvent ici, mais aussi ailleurs, dans notre pays, en tout cas dans l'espace de l'AIS globalement, de la question de la démocratie. La démocratie occidentale, ou plus précisément la démocratie française. Je pense qu'on n'a pas... C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de démocratie, mais on n'a même pas pris la peine de décortiquer suffisamment la démocratie, de sorte qu'elle semble être une nébuleuse creuse. Chez nous, ce qu'on appelle démocratie, c'est un plagiat du modèle français. Parce que le modèle français n'a rien à voir avec le modèle anglais, il n'a rien à voir avec le modèle allemand, et rien à voir avec le modèle américain. La démocratie n'est peut-être pas le problème, mais c'est du copier-coller qui pose problème. La démocratie est un problème. Le problème est à plusieurs niveaux. La démocratie est le problème, mais évidemment, il y a la forme. Parce que, vous savez, la démocratie est plurielle. Chez nous, on appelle démocratie ce qui relève de la démocratie libérale. Il y a aussi ce qu'on appelle la démocratie populaire. Mais quand vous dites démocratie populaire, les gars ne savent plus de quoi on parle.
Ils ne connaissent que comme démocratie que ceux qui vous envoient aux urnes. Et on leur demande, vous faites de la démocratie avec des gens qui font la confusion entre un billet de vote et un billet de banque. C'est-à-dire, quand tu prends un électeur africain ou un électeur de nos pays, si tu lui présentes un billet de vote, enfin un bulletin de vote et un billet de banque, qu'est-ce qu'il va choisir en premier? La plupart du temps, il va choisir le billet de banque en premier. Mais si vous êtes dans un contexte où les gens choisissent le billet de banque en premier, vous n'avez pas encore atteint le stade où il faut passer par la démocratie électoraliste, la démocratie libérale. Parce que dans un modèle de démocratie libérale, tout est mercantilisé, tout est commercial. C'est-à-dire que la voix de l'électeur qu'on achète même est un élément minime, en fait, dans l'achat. C'est-à-dire que dans une démocratie libérale, on vend même un rêve, aussi bien toute la construction, même les programmes font partie de l'entuberie. Il n'y a rien de bon à l'intérieur. Mais globalement, c'est pour dire que depuis les années 90, on nous a vendu ce modèle, le modèle de démocratie libérale à la française, mais c'est typiquement à la française, sans aucune formation, enfin une forme de changement. Vous parliez tantôt du Conseil économique, social et environnemental au Sénégal qu'ils ont essayé de changer. Nous appliquons une forme de démocratie institutionnelle dans laquelle on a pris trait pour trait les institutions du modèle démocratique français pour venir les plaquer. Mais de la façon la plus sorte possible. On a Conseil constitutionnel, on a CSC, on a même les médiateurs. Tout ça, ce sont des éléments qui sont engendrés par l'histoire démocratique de la France. On a trimballé ça ici. Elle se présente aujourd'hui, mais 30 ans après, on voit qu'elles sont impertinentes. Au Burkina, on les a supprimées. Au Sénégal, ils ont des difficultés à les supprimer. Pourquoi? Parce qu'au début, la chose était faussée. Pourquoi elle était faussée? Parce qu'on n'est pas allé dans l'entre-gens de notre processus personnel pour trouver la solution. Moi, je crois qu'il peut être bien d'appliquer la démocratie libérale à un moment où une société a atteint un niveau d'évolution dans l'éducation, dans l'accès aux ressources et dans les services de base. Mais les leçons, pour en revenir à ça, c'est de dire au Sénégal, je voyais rapidement, le doyen Alouna qui prenait note, vous allez avoir une minute pour... Oui, c'est pour dire que, vous voyez, je disais que les recettes de l'échec sont connues. C'est les recettes du succès qui sont à déterminer. Pourquoi? Je dirais que très pour très, nous avons connu les mêmes choses ici en 2014, après 2014. Pourquoi je fais référence aux jeunes qui sont tombés au Sénégal? En fait, quand il y a eu l'insurrection au Burkina ici en 2014, on n'a pas bien apprécié le sentiment de cette jeunesse qui est sortie. On a rapidement empalé ça et puis on l'a jeté dans qu'on appelle ça, dans le carcan de la démocratie. Ah oui, les jeunes sont sortis pour la démocratie, ils voulaient la démocratie. Donc on a organisé une démocratie qui a permis d'élire des gens. On a dit, ouais, c'est ça la solution. Les jeunes étaient sortis pour ça. On félicite, ouais, le Burkina était un modèle Burkina. Mais on a quand même félicité le Burkina comme étant un modèle. Hein. La jeunesse est sortie, on a fait une élection libre et transparente. Et on a élu des leaders qui n'étaient pas prêts à aller au charbon pour transformer. C'est exactement ce qui se passe au Sénégal. C'est-à-dire les leaders sortis des élections de 2015 auraient dû comprendre que la jeunesse était sortie pour des désirs extrêmement forts et qu'il y avait un défi à relever. S'ils échouaient, les résultats seraient cash. Et on a vu, c'est cash. Le Sénégal, c'est vrai, ils sont quand même parvenus. Vous savez que les marches qui ont eu lieu au Sénégal en 2021 jusqu'en 2023, si c'était au Burkina, le président tombait. Mais au Sénégal, il y a une armée française qui protège les institutions présidentielles. C'est pas la même chose. Moi, je ne crois pas que la démocratie sénégalaise, sa vivacité, soit liée au fait que le peuple sénégalais soit très bien éduqué démocratiquement. C'est vrai qu'avec le temps, ils ont appris. Mais en réalité, la durabilité de leur modèle démocratique est liée au soutien militaire, en tout cas de l'institution présidentielle. Jusqu'à présent, vous savez qu'il y a plus de 400 militaires français là-bas depuis 1960. Hein. Voilà, bon. Alouna Traoré, pour clôturer en 2 mots ou 3 mots maximum. Le débat est très... Le débat au Sénégal est très politicien. Divisé pour régner. La formule n'a pas changé. Les Sénégalais, par cette démocratie à l'occidentale, regardez même la population du Sénégal et les votants. Nous en avons parlé la semaine dernière avec le cas de l'Algérie. Donc encore une fois, si vous suivez l'évolution du couple Diomaye-Sonko, ce qui a été décrit, ce qui a fait que tout le monde a adhéré, c'est la description du mal sénégalais. Les familles qui exploitent, prévaricatrices du Sénégal sont toujours aux affaires et ils ont de l'argent. Comme mon copanéliste le disait, quand l'argent parle, la démocratie à l'occidentale passe les mains libres. Voilà, vous avez été succinct, voilà, qui est bon à prendre. Vous Oui, l'avez oui. dit en 2 mots également. Soyez succinct comme le doyen Alouna Traoré. Tout à fait. Je partage ce que les uns et les autres ont dit. Par rapport au modèle de démocratie, je devrais d'abord dire que la démocratie, hein, c'est
pour moi, c'est la forme la plus aboutie de choix des gouvernants dans le monde, hein, en tout cas dans l'histoire du monde qu'on a pu trouver. Sauf qu'en Afrique, il y a une escroquerie politique autour de la démocratie. Le camarade Konaté a développé un peu en long et en large sur la question. Il y a un préalable. Le préalable que nous devons bâtir, c'est d'avoir un peuple qui comprenne les enjeux démocratiques, qui savent qui savent faire leur choix par conviction, pas parce qu'on les a présenté des billets de banque ou des sacs de riz, ou on les a promis des postes nominatifs quelque part, et aussi, ou aussi que on est des leaders engagés, c'est-à-dire pour parvenir à ça, je donne la solution, pour parvenir à ça, dans nos différents pays-là, il faut des leaders, comme le camarade capitaine Thomas Sankara, ou aujourd'hui, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui prennent le pouvoir et qui travaillent à sa transformation. Et cette transformation-là doit se faire dans une forme de dictature positive. Et elle doit s'étaler au minimum sur 25 ans, où on apporte l'éducation qu'il faut, qui est imprégnée de nos réalités, de nos valeurs aux jeunes. Parce que là, si on prend le peuple burkinabé, que ce soit au niveau de ceux qui disent qu'ils ont la science infuse, ou bien au niveau des ouvriers ou des paysans, mais on est tous d'abord, comment dirais-je, moulés dans ce système de corruption et de corruptible. Donc, il faut qu'on refasse un autre peuple avec des gens engagés, comme le camarade capitaine, sur 25 ans. Et après, on pourra justement sur 25 ans. Voilà, rentrer dans les arguties et les artifices d'un système démocratique où on invite tous les gens à venir faire leur choix tranquillement. Merci, Labidi Daba. On a moins de 20 minutes pour terminer l'émission. Alors, le deuxième sujet, on va seulement faire un tour de table là-dessus. Nous irons au Gabon donc, où deux demi-frères du président Oligui Nguema sont écartés de leurs fonctions officielles par le président lui-même. Il s'agit donc de Marcel Nguema, ministre en charge du budget, et du lieutenant-colonel Pierre Nguema de la garde républicaine. Docteur, je commence toujours par vous. Regard critique sur cette actualité. Merci bien pour la question. Nous changeons de pays, nous changeons de système peut-être de gouvernance parce que nous sommes avec un régime militaire maintenant. Mais dans le fond, c'est le même contexte, ce sont les mêmes réalités. Au Gabon. Au Gabon comme au Sénégal. Parce que les mesures qui ont été prises, à mon sens, elles sont salutaires. De prime abord, que le président ait le courage de licencier ses deux frères, mesures qui peuvent servir de leçon, d'école, pour que d'autres citoyens se rangent. Je suis d'accord. Ça peut paraître comme assez d'éléments, donc les médias en ont parlé, comme la preuve d'un président désireux d'imposer la rupture, de diriger par l'exemple. Parce qu'on sait qu'en Afrique, le plus souvent quand on est aux affaires, la famille s'invite et c'est l'impunité, c'est le laisser aller, une forme de laxisme en tout cas autour de ceux qui sont, donc le népotisme en un mot. Ça peut paraître ici un engagement pour lutter contre cette forme de népotisme. Mais moi je pense que au-delà de ça, moi mon regard c'est un comportement populiste. C'est du pur populisme. C'est du pur populisme parce que le président Nguema sait que la véritable gouvernance ou la véritable rupture qui soit favorable au peuple gabonais, il faut commencer aussi par s'attaquer, comme je l'ai dit pour le Sénégal, aux intérêts de la France, qui jusqu'à présent demeurent intacts. Sont préservés. Préservés. Et quand on sait que cette même France qui a condamné, qui a combattu, qui était prête même pour accompagner la CEDEAO
dans la guerre contre l'AES, surtout le Niger, quand on sait que toute la pression a été mise pour qu'on donne, on éjecte les régimes militaires du Burkina, du Mali. On a vu les sanctions au niveau donc du Mali ou du Niger. Nous avons échappé un peu, mais les pressions sont toujours là. Et que cette même France accueille les bras ouverts le président Nguema en France et que les parrains ou du moins les acteurs de la France-Afrique que sont les Alassane Ouattara et autres aussi approuvent et adoubent même le président Nguema, ça laisse entrevoir que ce monsieur est en mission commandée. En mission commandée. Et si on s'attend à ce que donc des ruptures frontales contre la France s'opèrent, ça sera, comme je l'ai dit, un leurre. Donc pour moi, cette mesure-là, c'est pour endormir le peuple pour encore quelques mois. Et ce qu'il fait paraît bien. Un discours musclé, appeler tout le monde donc à des réformes profondes, les interpellations, c'est bien. Mais je crois que jusqu'à présent, en Afrique, pour qu'un dirigeant nous prouve qu'il est sérieux, qu'il commence donc à s'attaquer aux intérêts des Occidentaux, parce que c'est là que nous sommes tenus en esclavage depuis des siècles. Les questions de népotisme, là, ce sont des questions entre nous, Africains. C'est grave, mais ça peut se gérer. Mais qu'est-ce qui bloque l'Afrique? C'est même pas depuis les indépendances, depuis 4 siècles. Quelqu'un a dit, Joseph Kizerbo a dit, notre malheur a commencé depuis le jour où notre route a rencontré celle de l'Occident. Et tout dirigeant qui ne va pas travailler à désaxer cette orientation-là, à mon sens, n'est pas dans la lutte véritable pour que nous soyons affranchis. En tout cas, certains y voient un début de lutte contre l'impunité, tel qu'on a dit. Oui. Pur populisme. Bon, j'aime pas le mot populisme. Hein. Pour moi, ce mot-là est collé au jargon communiste qui aime affibler tout ce qui ne leur convient pas de populiste. Donc, j'évite d'utiliser ce mot-là. Mais vous aimez quel qualificatif? Je dirais que c'est une cour assidue au peuple. C'est cela. Mais tout compte fait, pour poser dans la même direction que le docteur, je dirais ce propos de Cabrel, qui disait que les Occidentaux ont l'habitude de dire que c'est eux qui nous ont fait rentrer dans l'histoire. Mais nous devons faire la preuve qu'ils nous ont fait sortir de l'histoire pour nous faire rentrer dans l'histoire, dans une autre histoire derrière eux, à la dernière place. Histoire. Ouais, à la dernière place, précision. Et quand je regarde en tout cas ce qui se passe au Gabon, je suis perplexe, en tout cas beaucoup perplexe. Mais je suis globalement en tout cas dans l'idée que, vous savez, il y a 2 niveaux d'analyse des problématiques de souveraineté dans nos pays. Vous voyez, dans un pays comme le Sénégal ou le Gabon, la simple évocation de la souveraineté, c'est déjà une révolution. Parce que c'est des pays pour lesquels la notion de souveraineté a toujours été problématique. Ils ne l'ont jamais envisagé de façon sérieuse. Et Oligui Nguema, je pense, le prototype des leaders, un peu comme Sonko d'ailleurs, mais lui, il parle de souveraineté sérieusement. Bon, je ne sais pas si c'est sérieux. Mais Oligui, lui c'est-à-dire que il contourne la question de la souveraineté internationale et il essaie de s'attaquer aux mesurettes, aux petites problématiques intérieures, mais il prend quand même la peine d'essayer d'être en bonne entente. Je pense qu'il est le seul dont le coup d'État n'a pas dérangé personne. Comment on appelle ça? La francophonie est partie l'adouber, il est même invité aux réunions, il participe aux réunions internationales, il n'y a aucune sanction contre lui, et il n'y a jamais eu de volonté même de le déplacer. On a même envie de lui donner 7 ans ou 10 ans dans son pays parce qu'on sent qu'il est vraiment à la bonne place. Donc, bon, je ne sais pas, les raisons de limogeage de ces frères-là, ou bien c'est simplement parce qu'ils sont des frères qu'on les a limogés. Et vous savez, c'est-à-dire, c'est une façon d'analyse quand même qui est un peu problématique. C'est vrai qu'il y a les questions de gabegie en Afrique. Mais ce n'est pas parce qu'une personne... Même dans ce cas aussi, il y a des questions de gabegie. Pour le cas Marcel Nguema, il semble, en tout cas les informations qu'on a eues, il a du relationnel conflictuel avec justement ses collaborateurs. Il parlait d'augmentation de primes à un moment donné et tout cela mis dans la balance a dû peser en sa défaveur. Mais tout compte fait, il est toujours important de regarder les compétences et les rendements des gens. Qu'il soit le père, le grand-père ou l'ennemi, s'il est compétent, il faut regarder cela. Si c'est uniquement le fait qu'il est le frère de monsieur Intel, qu'il a été enlevé, qu'il faut applaudir, je pense qu'on tourne en rond. On ne résout pas réellement le problème. C'est un peu comme la question de la démocratie qui nous empêche de voir la réalité du vrai problème. Lorsqu'on se bat pour savoir si tel régime est démocratique ou pas, on ne pose plus la question de savoir si ses performances économiques sont bonnes ou pas. On se demande seulement est-ce qu'il est démocratique ou pas. S'il est démocratique, alors il est bon. Est-ce qu'économiquement il s'en sort? Non.
S'il est bon, alors démocratiquement, on dit il est bon. Et c'est ça qui nous a conduit dans des crises interminables. Le premier validateur, je pense qu'on l'a une fois décidé ici, un régime politique pour qu'il soit pertinent et durable et qu'il installe la stabilité dans un pays, il faut qu'il soit économiquement viable. Il faut qu'il parvienne à produire de la croissance économique. Vous voyez le modèle de l'Algérie dont on a parlé la dernière fois. Démocratiquement, l'Algérie, il est bancal devant le Sénégal. Mais l'Algérie, c'est la troisième économie en Afrique. Donc, du coup, ils ont moins de crises politiques que le Sénégal, qui est un très bon modèle démocratique, mais qui économiquement ne s'en sort pas. Donc, c'est l'économie d'abord. Et après, bon, le reste vient. Alors, regard critique, Alouna Traoré, certains parlent de populisme. Ouais, je dirais, le même mot, c'est très populiste, même que c'est de la poudre aux yeux. Ah bon? C'est du perlimpinpin, c'est pipeau. Parce que, quoi qu'on dise, le mal qu'ait pu faire ces deux frères Nguema, c'est abyssal par rapport au mal quotidien que le capitalisme et l'impérialisme français exécutent chaque fois au Gabon pour que le peuple soit maintenu dans la misère. Ceux-là, l'exploitation au quotidien. On ne s'attaque pas à la source. Non. Ils sont à mille lieues de la vraie question. Mes copanélistes venaient de dire que le président gabonais a été adoubé, son coup d'État a été adoubé. C'est le coup d'État parfait à l'occidental, qui est conforme. Le peuple maintenu dans la misère et la précarité, et les puissances occidentales ont les intérêts soft. Donc, le président Nguema limoge ses frères pour faire la cour au peuple gabonais, c'est de bon droit, bonne guerre, mais encore une fois, il a tiré sur le mauvais cheval. Il faut aller au fond des choses, que les richesses du Gabon profitent aux Gabonais. Question essentielle. Le jour où ce monsieur-là s'en prendrait à ses intérêts, vous allez voir, le lendemain ne va pas le trouver. Quoi qu'on dise, il faut que le peuple se ressaisisse, que les frères Nguema partent ou qu'ils reviennent. Les intérêts français sont sauvegardés au Gabon. Donc vraiment ça ne fait ni froid ni chaud à l'exploitant. Encore une fois, si c'est des leçons de moralité, il avait fait peut-être confiance, je pense, comme mon copanéliste a dit, ça l'aune des compétences. Ses frères Nguema ne sont pas parus du jour au lendemain, ce n'est pas la génération spontanée. Donc, qu'ils puissent justifier de leurs compétences pour occuper les postes qui leur ont été donnés. Mais encore une fois, la question de la gouvernance au Gabon pose, est-ce que les richesses du Gabon profitent aux Gabonais? Je réponds par la négative. Elles profitent plutôt aux puissances occidentales, toutes tendances confondues. Ils font main basse sur les richesses du Gabon avec la complicité des valets locaux. Et en l'occurrence, la classe dirigeante qui est domestiquée. Ils sont tous à l'occidental. Voilà. Donc, comme quoi, le régime gabonais convient à l'Occident collectif. C'est le bon régime. Très démocratique, même s'il est militaire. Et quand on fait l'affaire de l'Occident, il va sans dire qu'on ne fait pas forcément l'affaire du peuple africain. Alors, Lavie Naba, vous avez le dernier mot pour clôturer justement cette émission sur la question justement de l'éviction des deux frères du président au niveau donc... Oui, il faut dire que sur ce point-là, je suis parfaitement en phase avec mes trois co-panélistes. En ce que d'ailleurs le président Olivier, non, Olegui Nguema. Ah oui, bon, il a un nom à consonance artistique là. Alors, il n'inspire personnellement, avec tout le respect que je lui dois, il ne m'inspire pas confiance. D'abord, oui, c'est un pur produit de cette politique exécrable et de docilité et avilissante vis-à-vis de la France. Depuis les années 60, voilà, c'est un pays qui s'est présenté profondément comme une véritable province de la France, et puis avec leur papa Bongo, qui était au service de la France-Afrique. Pour nous, et comme les autres l'ont dit, il avait d'abord pour mission, s'il voulait s'affranchir et affranchir véritablement son peuple, de couper ces liens-là. Et donc,
venir avec des décisions qui pourraient paraître comme des décisions et des actions révolutionnaires ne participent qu'à quelque part, hein, parce que l'impérialisme aussi, c'est ça, hein, c'est cette capacité de voiler les gens, de les tromper et puis les amuser pendant que un grand subterfuge s'organise, hein, un grand complot s'organise pour permettre un gros pillage. Donc ici, on peut quand même lui faire un petit, une petite motion, hein, qu'est-ce que je dirais, on peut lui donner le préjudice, hein, du doute, c'est ça? Hein? Voilà, l'accorder le préjudice du doute, Le bénéfice. voilà, le bénéfice du doute. Bon, le temps de voir véritablement ce que ça va donner et surtout ce que ça va donner dans les rapports avec la France et l'Occident exploiteur. C'est tout. Sinon, en faisant ça, bon, je pense que c'est tout simplement un blanc-seing qu'il se cherche, voilà, pour consolider lui-même sa position à l'intérieur du pays afin de mieux servir la France exploitrice. Ça sera donc le dernier mot. Merci, Lamidi Nawa, d'être passé. Merci, Je rappelle que... Magloire. Camarade Magloire. Camarade Magloire. Voilà, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du mouvement pour la cause du Faso, Faso Cause. Merci à vous, monsieur docteur Hyacinthe Ouedraogo, d'être passé également. Merci. Vous êtes le coordinateur adjoint du RISA, le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Merci à vous, camarade Alouna Traoré. Merci, camarade Dabira. Militant de la révolution d'août 1983. Et enfin, merci à vous, M. Tel Konaté. Vous êtes le secrétaire général du cadre. 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Merci d'être passé. C'est David. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre constante fidélité à cette émission Le Regard sur l'avenir. Et à très vite avec d'autres sujets de débat d'actualité.